Il y a plusieurs dossiers en développement à Petite-Rivière-Saint-François. Il y a un bouillonnement qui se fait au village et aujourd'hui, on reçoit le maire de Petite-Rivière-Saint-François, Jean-Guy Bouchard. Bon matin. Bon matin, monsieur. Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je commencerai en vous parlant d'un règlement de contrôle intérimaire qui a été adopté récemment à la MRC de Charlevoix, qui venait limiter le nombre d'unités d'hébergement en zone forestière privée à 12. Oui. Et puis, vous êtes sorti publiquement de votre côté en disant « on n'est pas certain, le chiffre nous paraît bas ». Parlez-moi un peu plus. Bien, c'est sûr que 12, par rapport à ce qu'on avait comme possibilité de développement dans ce secteur-là, c'est drôlement différent. Il y avait un projet, finalement, qui a chatouillé un peu tout le monde quand on l'a présenté, mais c'est un projet qui était évidemment très préliminaire. C'est un projet à lequel l'intérêt était là, mais il y avait plusieurs conditions à rattacher. Et tout ça a fait, à un moment donné, qu'il y a des gens qui se sont préoccupés par rapport au nombre d'hébergements qui étaient prévus à cet endroit-là. Fait que là, le moratoire a permis, à un moment donné, d'avoir une réflexion sur l'ensemble aussi des autres municipalités, à savoir est-ce qu'on permet, à un moment donné, de grands projets comme ça dans le secteur forestier le long du corridor routier. Et c'était correct de faire la réflexion. Oui. Sauf qu'à un moment donné, quand on est arrivé sur une proposition de 12 unités par rapport au potentiel qu'on pourrait cibler, on trouvait ça un peu différent. C'est sûr qu'il y a des consultations. Les propriétaires de terrain ont besoin de se faire entendre, puis pour ça, ils pourront peut-être faire valoir soit finalement l'opposition, et ainsi de suite, puis d'en discuter avec la MRC. Mais pour nous, ça aurait pu aller plus loin. Vous auriez été proposé quoi, 24, 18? Il y a entre 12 puis 50, il y a des chiffres, là. Ça aurait pu... de façon à ce que vous rendre un projet intéressant ou rentable aussi. C'est tout le volet. Oui, j'investis, mais quand je regarde là, le territoire, un gros potentiel, mais c'est très limité en termes de pouvoir de projet d'expansion. Fait que donc, ça ne m'intéresse pas d'investir, pas capable de rentabiliser mon investissement. Ça, c'est un élément qui est quand même... C'est un frein pour vous? Oui. Justement, là, parlant du territoire, les zones forestières privées sur le territoire municipal de Petite-Rivière-Saint-François, en avez-vous une idée de quelle proportion ça représente? Bien, on a beaucoup. Tout le territoire est presque en zone forestière, à part les bandes riveraines le long de la zone urbanisée. Là. Oui. Mais sauf que c'est quand même des zones qui en ont une bonne partie en développement dans les projets que tout le monde connaît, qui sont déjà avancés énormément. Il reste quand même encore quelques potentiels en termes de développement. Mais il y en a beaucoup aussi qui ont été mis sur des zones de réserve, qui sont un peu comme sur le frein, pour permettre à un moment donné de faire avancer ceux qui étaient déjà là, et qui sont lotis, puis à laquelle les gens s'y intéressent à construire dans les résidences de touristes. Il reste encore quelques endroits, autour de 150-200 résidences de touristes potentielles de construire, avec les routes, puis les services sont déjà là. On parle des services en montagne, il n'y a pas des services intermunicipaux comme on peut s'imaginer. On est à ça. Tant que les autres de réserve sont vraiment des zones qui sont réservées pour des réflexions futures, puis voir ce que ça va donner dans le temps. Puis vous voyez le genre de projet qu'on fait avec les règlements d'urbanisme sont quand même assez contraignants pour les promoteurs qui veulent avancer. On limite la coupe d'arbres, puis on contrôle ça avec un ingénieur forestier. Puis on veut que l'implantation des résidences dans des territoires quand même qui sont quand même en lotissement à 5000 mètres, c'est quand même assez grand, avec des distances de voisinage qui sont obligés de respecter pour ceux qui font de la résidence de tourisme. Fait que ça permet d'avoir des projets de qualité dans un boisé extraordinaire. Puis ça limite un peu aussi le nombre d'unités dans les espaces consentis pour le développement. Fait que tout ça, pour ceux qui sont là, ça va. Puis pour les autres, on est vraiment sur le pied sur le frein pour pouvoir permettre, à un moment donné, de voir dans le temps comment est-ce qu'on peut s'arrimer. On veut garder aussi l'aspect de la nature de notre village aussi. L'environnement, puis le cachet entre le fleuve et la montagne. Il faut faire attention à des grandes percées visuelles qui permettraient finalement de laisser des traces pour l'avenir. Même si on dit que la coupe forestière, le bois repousse, c'est pas toujours évident aussi. Ça prend toujours une cinquantaine d'années, ça change de génération. Là. Vous avez une belle ambiance, vous avez de paysages magnifiques à Petite-Rivière-Saint-François. Ça fait 350 ans que la municipalité a été fondée. On célèbre ça cette année. Vous avez d'ailleurs annoncé que vous investissiez 300 000 dans la programmation. Oui. Parc des Riverains, mais on ne la connaît pas encore, la programmation. On est presque rendu au mois de mars. Quand est-ce que ça va arriver? C'est parce que je ne voudrais pas nécessairement prendre la place du comité qui travaille énormément. Déjà là, je vais vous prochainement, avec l'arrivée des sucres, il y a une super de grosse fête de fête parce qu'on a collé principalement
l'historique de l'ensemble des fêtes 350 sur les événements qui sont déjà connus, qu'on a finalement bonifiés, parce qu'on ne peut pas inventer la rue. La tradition en Petite-Rivière, c'était tout le lien maritime. Il y aurait des activités qui sont toujours liées au passé des ancêtres, puis à ceux qui ont largement continué et puis qui ont profité finalement du fleuve Saint-Laurent pour l'économie de l'époque. Après ça, ben, tu as toute la volée érablière qui est une tradition. La cabane à sucre. La cabane à sucre traditionnelle qui a toujours été présente puis qui, avec le temps, avait été un peu oubliée, mais on veut tout le temps que ça continue parce que ça fait partie de notre tradition. Donc là, une fête qui sera organisée prochainement? On a une grande fête là, dans le secteur, à un moment donné, moi, j'appelle ça la montagne allégorie, puis j'ai dit secteur allégorie, mais c'est la coop l'affluent qui en est responsable de maintenant de la cabane à sucre. Puis il y a des gros événements qui sont prévus là, dans les prochains mois d'avril pour pouvoir permettre l'activité cabane à sucre, mais de façon beaucoup plus élargie, parce qu'il y a un magnifique endroit, puis il y a beaucoup ici d'espace, puis il y a beaucoup d'érablières aussi, puis c'est toujours agréable les gens de se retremper dans la tradition d'autrefois. Puis on ne veut pas que ça se perde. Vous attendiez de l'argent du fédéral pour le parc des Riverains. En ce moment, le Parlement à Ottawa est prorogé. On ne sait plus trop ce qui se passe. Est-ce que vous êtes toujours confiant d'avoir cet argent-là? Bien, écoutez, à partir des contributions qu'on met, il y a tous des partenaires qui sont attachés à ça au niveau dans les commanditaires, autour des entreprises, puis aussi les partenaires des gouvernementaux. Mais actuellement, on n'a pas de réponse, mais on est en train de travailler sur un legs qui va laisser des traces à la fin des fêtes de 325e sur l'histoire de Petite-Rivière. Il y a encore beaucoup de choses à rattacher, mais principalement, ça va être déposé au gouvernement fédéral. C'est déjà avancé au niveau de l'analyse pour le concept, mais là, il reste encore du travail à faire. Mais c'est des choses comme ça. Mais naturellement, on s'attend aussi que tout est au ralenti. Même au gouvernement du Québec, on a une période de coupure. On avait des grands projets un peu comme le secteur à un moment donné, du campus, le lien avec l'école, ça. C'est le pied sur le frein, là. C'est un projet qui est très sérieux. C'est un projet à un moment donné à laquelle on nous a demandé finalement que les fonds n'étaient pas là pour le moment, mais de garder ça à vue, que c'est un projet qui intéressait aussi plusieurs partenaires, mais on en est là. C'est un projet aussi qui était initié par le Centre de services scolaires, à laquelle on nous avait demandé d'être partenaire. Puis l'école grandit aussi. On est presque à doubler le nombre d'élèves depuis les 10 dernières années. Fait que là, on arrive presque à 80 élèves. Moi, quand j'ai... Vous avez des contraintes de développement, là? J'ai eu des moments où j'avais 35 élèves dans mon bus, parce que je fais encore du transport scolaire, pour ceux qui me connaissent, mais là, on a doublé facilement. Puis de plus en plus, l'intérêt aussi de moderniser l'école, le centre de services aussi a ce souci-là. Puis pour nous, d'ajouter des services, c'est pas rien qu'au niveau des jeunes, au niveau des ados, au niveau du troisième âge, puis après ça, le service de garderie. Fait qu'on a pas de lieu. Service de garderie, parlons-en, là, avec tout ce qui s'est passé avec le dégât au sous-sol de l'église. Oui, la garderie a été délocalisée. Qu'est-ce qui arrive avec l'église? Bien, finalement, on est obligé de la fermer parce que finalement, c'est un lieu physique temporaire. Parce qu'on n'avait pas trouvé de locaux communautaires qui permettaient à un moment donné de s'installer de façon plus sécuritaire aussi. Mais malgré que l'église, c'était bien, mais c'est quand même un bâtiment d'une centaine d'années. Oui. Fait qu'il y avait un peu... on a des odeurs d'huile qui est apparues parce que c'est quand même un système qui fonctionnait au mazout. Au mazout. Fait que là, on n'a pas pris de chance avec ça. Est-ce que ça compromet l'avenir de l'église à Petite-Rivière? Non, absolument pas, parce qu'on a fait des analyses de l'environnement, puis c'est très minable. C'est une affaire finalement, c'est une fuite d'huile qu'il y avait autour des brûleurs à l'huile, comme on a connu à l'époque où tout le monde chauffait au mazout. Fait que là, c'est facilement décontaminable, puis c'est pas majeur. On estime à quand le retour potentiel de la garderie, par exemple? Oui, elle ne reviendra pas là. Elle reviendra pas là. C'est pour ça que je vous dis que le projet du campus, le milieu de garde, le milieu familial, était important de l'avoir là. Oui. Ça reste tout le temps que c'est un lieu qui a été choisi, qui est priorisé. À l'endroit près de l'école, où les jeux, déjà, dans la cour d'école, sont déjà là pour le centre de services scolaires. C'est encore l'endroit qui nous permet de le faire, puis c'est là qu'on a ciblé. Parce que l'église, c'est vraiment une formule temporaire. On n'avait pas d'endroit, là, qui était vraiment d'espace suffisamment grand pour faire un 9 places ou un 12 places. Là. Autre sujet qu'on a entendu parler récemment, l'oiseau mécanique ne revient pas pour l'été 2025 à Petite-Rivière. Il y avait encore, pour la deuxième année consécutive, des plaintes. Est-ce que vous en avez entendu parler de votre côté? Bien, écoutez, les plaintes étaient quand même mitigées. Il n'y en avait pas beaucoup. Il y a eu beaucoup d'améliorations l'année dernière. Oui. Cette année, bien, écoute, je ne connais pas nécessairement la raison. J'ai appris la nouvelle comme tout le monde, là, dans l'info d'information.
Peut-être aussi qu'ils ont besoin peut-être de revoir. Est-ce que le nombre de personnes attitrées, je ne connais pas du tout les raisons qu'ils font. Êtes-vous soulagé, vous, en tant que maire, là? Ah, c'est sur pause, là? Ou... Ah, bien, écoutez, il y a peut-être quelques citoyens qui, c'est sûr qu'on est toujours surpris qu'il y avait des endroits qui, quand même, à laquelle ça dérangeait un peu. Ça dépend toujours comment est-ce que c'est ciblé, le système d'eau-parleurs, ainsi de suite, mais il y a des endroits plus près de la station de ski à laquelle ça dérangeait. Oui. Puis, mais on faisait des efforts pour corriger. Là, cette année, mais pour le moment, ça va être à off là, pour cette année, mais ils veulent peut-être revoir la formule aussi. Là, on n'a pas les informations pour le moment. C'est un projet à caractère privé. Économiquement, ça faisait quand même voyager beaucoup de touristes. Vous étiez en faveur, là? Ça permettait des retombées économiques, là? Oui, je l'ai fait aussi à quelques reprises. Je trouvais ça fantastique. Sauf qu'évidemment, on ne se figure pas quand on est en montagne que le bruit peut finalement garder toujours à ces endroits-là, mais qu'il y a des conditions, la nature, les vents, oui. Etc., là, la basse température, l'humidité, fait qu'à un moment donné, le son voyage à travers la montagne, puis il y a des endroits où ça dérange les gens. Puis ça, je les comprenais aussi. Sauf qu'on ne pouvait pas remettre en question un projet d'un tel investissement pour ces affaires-là. On a plus demandé est-ce qu'il y a moyen de déplacer un peu le système pour permettre d'améliorer ça. Ça a été fait, mais il y avait peut-être encore de la place à amélioration parce que les gens me disent « Oh, on entend encore des choses. » On entend encore. Donc, retour potentiel à l'été 2026. Été 2026, il y aura eu les prochaines élections, les élections municipales du Québec qui arrivent en novembre 2025. Vous avez annoncé que vous vous représentez. Vous avez été élu pour la première fois, M. Bouchard, le 6 février 1984. Avec plus de 250 voix de majorité face à votre opposant de l'époque. 41 ans plus tard, là, je vous demanderais, qu'est-ce qui vous anime autant encore dans la vie politique municipale? Bien, écoutez, d'abord, j'aime mon village. Hein, on le fait pour implication. Et étant passionné de développement aussi, ça m'a amené à être décisionnel par rapport au paysage, par rapport à ce qu'on pouvait faire dans notre village. Puis moi, ce qui était les dossiers les plus importants, c'était les infrastructures de base de réseau d'aqueduc et d'égouts, oui. À laquelle, quand je me suis impliqué là-dedans, le premier volet que j'avais, c'était les loisirs. Avec les jeunes, puis là, je me suis dit, le centre de services scolaires, qui était à l'époque la commission scolaire, c'est pas vrai qu'on va organiser, finalement, des modules de jeu uniquement dans le secteur des terrains municipaux. On peut-tu les installer dans la cour d'école pour que tout le monde puisse en profiter? Puis ça a développé ce goût-là là, de voir réussir des petits projets à l'intérieur des programmes de l'époque. Mais là, aujourd'hui, à mesure qu'on a avancé, bien, je me suis mis la main à la porte pour les réseaux d'infrastructures qui sont la base de développement d'un village, parce qu'il n'y avait pas de réseau, il n'y avait rien de tout. Fait qu'il y avait trois phases de projet. Fait que je me suis acharné à ça, puis ça a bien été. Mais on a travaillé fort avec une équipe aussi qui était extraordinaire. Fait qu'on a réussi tout ça. Puis quand j'ai quitté, je dois dire que j'avais vraiment la situation de devoir accompli. Et je me suis dit, au moins, que je pourrais toujours, quand je vais ouvrir la champlure, je vais toujours dire au moins qu'au moins on a emmené un service essentiel aux citoyens de Petite-Rivière qui s'alimentaient par des sources dans la montagne, qui n'étaient pas toujours potables non plus. Oui. Puis sinon, les chasseresses d'été, des fois, vous êtes obligés de tirer des tuyaux d'une rivière à l'autre pour pouvoir permettre d'alimenter de l'eau aux citoyens. Mais là, maintenant, ça, c'est des projets... on est rendu ailleurs aujourd'hui. On annonce un 20 logements plus de 8 millions de dollars. Bien, voilà, ça a permis, à un moment donné, tout le développement à base de la montagne, parce que tout ça est greffé. Le territoire à Petite-Rivière, même si c'est 145 km², 45 km², pardon. Et quand on arrive sur le territoire, avec ce qu'on a, les espaces sont quand même restreints. Avec les normes, là, à partir de Q2 R8 en 1984, à laquelle le gouvernement imposait l'installation des fosses optiques et des champs d'épuration, la plupart des maisons n'étaient pas capables de le faire, ça c'était souvent en ciel ouvert. Vous avez travaillé Mais là, le réseau d'aqueduc et d'égouts devenait obligatoirement essentiel pour pouvoir permettre, à un moment donné, aussi de faire des lotissements plus étroits, puis de construire... Est-ce qu'il y a d'autres projets, si on regarde vers l'avenir, que vous aimeriez entreprendre pour votre prochain mandat? Êtes-vous déjà à avoir cette réflexion? Bien, moi, je me suis inscrit dans la continuité. Quand même, déjà, dans ce 4 ans-là, j'ai dû aussi m'ajuster. J'avais quand même laissé en 2009. Ça fait quand même plusieurs années. Oui. Et quand je suis revenu, bien, c'est sûr qu'à un moment donné, les lois, puis l'organisation, puis il y a eu la pandémie, ça a vraiment tout changé. La façon de moi de travailler était plus la même qu'elle est aujourd'hui. Fait que j'ai dû m'adapter. Mais là, ça a bien été. Puis j'avais une équipe aussi, pas une équipe à moi, mais je veux dire, les gens qui étaient en place, à un moment donné, m'ont permis aussi de m'ajuster aussi avec l'administration, tout ça.
Puis ça m'a donné le vent d'un voile de continuer. Hein. Et à l'époque, je ne pensais pas que j'avais encore une petite flamme à l'intérieur de moi quand on est venu me chercher pour continuer. Et c'est vrai c'est difficile d'en sortir quand on est là depuis 30 ans, puis qu'on vient nous chercher, qu'on dit on a encore des choses à faire. Fait que là, surtout là, la réussite du 20 logements, qui est un projet qui avait été commencé antérieurement par l'autre équipe, mais avec la pandémie, tout avait été abandonné. On a ramassé ça, c'était difficile. On a commencé à monter le montage financier avec les partenaires, la SHQ. Ça a été un travail d'équipe extraordinaire qui a permis aujourd'hui d'avoir l'ouverture officielle, puis la pelletée de terre du mois dernier. Ben oui. Puis là, ça va emmener 20 familles supplémentaires. Et bien là, ça va être un projet 1, ça. Fait qu'on va voir si ça va bien, parce que la formule maintenant des constructions... Peut-être en voir d'autres. Parce que la formule des constructions résidences aujourd'hui, avec les coûts, puis que ça emmène, si vous regardez nos jeunes du village qui veulent s'installer avec des familles, à construire les terrains, avec les montants que les terrains se vendent aujourd'hui, ça devient difficile pour des jeunes d'avoir la première acquisition ou d'avoir un logement. Fait que là, avec ça, ça donne des opportunités. Puis il y a aussi d'autres demandes avec les travailleurs. Fait qu'imaginez-vous, les travailleurs déjà tout du Club Med, ainsi de suite. De beaux défis à venir. On voit que vous êtes prêts là, pour les prochaines élections. Vous avez le feu encore. Je vous remercie d'être venu nous voir en studio ce matin, d'avoir accepté notre invitation. Merci, ça me fait toujours plaisir de faire le tour de mon village en communiquant. Merci. Baie-Saint-Paul a récemment été l'hôte d'une conférence portant sur la compréhension de l'immigration et des réalités que vivent les nouveaux arrivants dans notre région. On peut séjourner toute notre vie au Canada avec un permis de travail fermé. Organisée en collaboration par Service Québec et par les 2 MRC régionales, cette première séance d'une série de 6 visait à aborder les nouvelles mesures gouvernementales en matière d'immigration dans la province. Aujourd'hui, on assiste à un parcours sur l'immigration. L'objectif étant de pouvoir outiller nos citoyens, nos entreprises, nos collectivités sur le parcours migratoire des personnes immigrantes présentes sur nos territoires. Plus précisément, c'est un sujet aujourd'hui qui touche les mesures administratives en immigration? En effet. Donc le premier sujet qui nous a semblé évident, qui a fait suite aussi à différents sondages qu'on a fait passer auprès des entreprises, c'est où est-ce qu'on nous en sommes avec les nouvelles mesures en immigration. Parce que ces 6 derniers mois, il y a eu énormément de mesures qui ont été prises et on a tendance à ne plus savoir vraiment où est-ce qu'on en est. Qu'on soit une entreprise ayant des travailleurs issus de l'immigration, mais étant aussi une personne immigrante. Mais on a aussi beaucoup de curieux, on a aussi des organisations, des services communautaires qui sont présents pour savoir un peu qui est sur notre territoire, quel est ce statut, à quoi ils ont le droit aussi. On va faire une demande auprès d'IRCC de permis de travail fermé, 155 $. C'est un parcours de 6 formations qui s'inscrit dans cette volonté de vouloir organiser la 3e édition du FRIC, du Forum régional sur l'immigration dans Charlevoix. Plutôt que de mettre sur pied une thématique, on s'est dit la thématique va émaner finalement de nos participants. Donc on a mis un parcours de 6 formations qui vont être étalées dans tout Charlevoix, du côté de la MRC de Charlevoix, du côté de la MRC de Charlevoix-Est. Certaines formations vont être organisées sur certains territoires, comme Saint-Hilarion par exemple, pour pouvoir être au milieu d'une certaine manière, pour permettre aux participants tant de l'Est que de l'Ouest de pouvoir participer. Donc elle s'inscrit dans cette lignée de l'organisation du FRIC. 2 formateurs spécialisés en attraction et en rétention de talents sont venus interagir avec les personnes présentes à l'événement. Les formateurs qu'on allait chercher font suite à une collaboration, une entente de collaboration qu'on a eue avec Québec International, qu'on a signée au printemps dernier. Donc dans le cadre de cette entente, on s'est mis d'accord dans le fait qu'ils puissent venir sur notre territoire quand on en a besoin. Donc aujourd'hui, le besoin s'est fait sentir et donc cette collaboration est nécessaire pour nos territoires en tout cas. Abdelkarim El Karmoudi estime que cette première conférence test s'avère un pari réussi. On a eu des difficultés ce matin, on était en train de se dire mais comment est-ce qu'on va aménager la salle? On a passé du temps avec Cathy et Sarah, mais finalement on a réussi à trouver on a une 30aine de personnes qui se sont inscrites et la majorité sont des entreprises, donc on a un peu plus de 60% des participants sont des entreprises. Ensuite on a des organismes communautaires et puis le reste c'est des citoyens ou des personnes immigrantes. Le chargé de projet constate plus globalement des changements dans l'imaginaire collectif en lien avec la thématique de l'immigration dans Charlevoix.
Je vois une évolution. C'est sûr que quand je suis arrivé en 2021 versus où est-ce qu'on en est rendu aujourd'hui en 2025, il y a une évolution claire et j'en suis fier d'avoir été un acteur finalement, un acteur de ce changement. Et les événements, on vient de souligner le mois de l'histoire des Noirs pour la 3e année consécutive. On a été les instigateurs de ce genre de thématiques sur nos territoires, de mettre sur pied des formations comme ça et qui finalement où on trouve une trentaine de participants. Alors qu'au départ, quand l'idée est venue, je me suis dit, peut-être pas. Alors, Québec International me disait, écoute, si on a 3 entreprises, c'est correct, on se déplace. Quand je leur ai dit qu'on avait 30 participants, même à Québec, on n'arrive pas à réunir autant de personnes. Donc, est-ce que le contexte a changé? Oui, je pense. Et puis, le fait que le maillage interculturel avec les natifs se fait assez bien. C'est ça, finalement, qui fait le changement. Toi, si demain, tu te retrouves avec un ami issu de l'immigration, et qui te fait part de ses difficultés au niveau administratif, tu as envie de savoir un peu plus. Parce que même lui, il n'est pas capable de t'expliquer concrètement où est-ce qu'il en est. Donc, tu vas venir. Aujourd'hui, on a des citoyens qui nous ont simplement dit, j'ai un ami immigrant. Et j'aimerais bien savoir, comprendre où est-ce qu'il se trouve, lui, dans ces... Si nécessaire, je vais pouvoir l'aider ou je vais pouvoir juste mieux le comprendre. 5 autres conférences portant sur la compréhension de l'immigration seront organisées dans les 2 MRC de Charlevoix entre les mois de mars et d'avril 2025. La convention collective des employés du Club Med arrive à échéance au cours du printemps qui vient et c'est en ce moment la période de maraudage de différents syndicats qui s'opèrent dans la région. On a entendu parler dans les médias, dans le Charlevoisien récemment, que le CSN, la CSN, était sur le terrain pour aller consulter les employés. On reçoit aujourd'hui Barbara Poirier, qui est représentante à la CSN. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de me recevoir. Tout d'abord, expliquez-moi en entrée de jeu, pourquoi est-ce que vous êtes dans Charlevoix sur le terrain, à fréquenter, à aller consulter les employés du Club Med? Bien, je vous dirais que présentement, ce qu'on fait, c'est surtout contrer la désinformation qui est véhiculée par le terrain, par les Teamsters. C'est ça qu'on fait. Teamsters Canada, qui est l'autre syndicat actuel. Tout à fait. Tout à fait. Des employés de l'hôtel. Exactement. Donc, nous, on était interpellés par justement la désinformation. Donc, on est venu sur le terrain, tout mon exécutif, puis quelques membres, justement pour venir contrer la désinformation. Quelle désinformation? Bien, que s'ils votent pour la CSN, ils devront s'en retourner dans leur pays. Hein? On ne peut pas laisser ça faire. C'est un message qui a été véhiculé, que vous avez entendu, vous avez eu des échos. Bien, on l'a entendu. Puis on l'a lu aussi. Hein? Okay. On a confronté également là, quelques représentants des Teamsters. Puis c'est ça. Fait que on est venu contrer ça. Parce que c'est pas normal de faire des campagnes de peur comme ça. Nous, on travaille pas comme ça. Puis c'est un peu désolant que ça fonctionne comme ça. Je pense pas que les employés, les travailleurs, les travailleuses du Club Med méritent justement d'avoir peur. Ils ont le droit de changer de centrale syndicale. C'est un droit reconnu. Puis c'est de faire peur comme ça aux gens. En tout cas, nous, c'est une chose qui me pue au nez personnellement. Là. Donc, on est venu justement dire à nos travailleurs, nos travailleuses que, c'était pas vrai, puis justement, qu'il fallait pas que ça se passe comme ça. On a dit ça aux Teamsters, mais bon. Avant la fin d'une convention collective, comme ça, il y a une période de maraudage qui est autorisée. Pour les gens qui nous écoutent, là, en quoi ça consiste, une période de maraudage? Bien, une période de maraudage, c'est avant l'échéance de la fin de la convention collective, les travailleurs, les travailleuses ont le droit de changer ou de maintenir leur même centrale syndicale. Donc, on est dans les délais légaux, on a le droit. Ce qui se passe actuellement, là, ça se passe tout le temps, ça se passe partout. La seule affaire, c'est que d'habitude, en tout cas le plus souvent, ça se passe proprement. Là, je ne suis pas capable de vous dire que ça se passe proprement aujourd'hui. La période de maraudage se termine le 28 février. Oui. Et puis, vous êtes venu donc rencontrer les gens sur le terrain, les employés. C'est quoi les échos que vous avez entendus? Est-ce que les gens veulent rester avec le syndicat actuel? Est-ce qu'il y a une volonté de changer? Il y a une volonté de changer. D'ailleurs, on a déposé la majorité et plus pour pouvoir représenter ces gens-là. Donc, oui, il y a une volonté de changer. On sent que les gens, les travailleurs étrangers, parce qu'ils sont majoritaires au Club Med, on sent que les gens ont envie d'être représentés de façon digne. Parce que vous savez, ces gens-là, ils n'ont pas vu leurs représentants syndicaux
dans les 3 dernières années. Puis bizarrement, depuis la dernière semaine, là, ils sont sur le terrain, là, partout. Ils sont tout le temps là. Mais ça fait 3 ans qu'ils ne voient pas personne. Donc, ils ont envie d'un changement, ils ont envie d'un syndicat représentatif, ils ont envie justement de faire respecter leurs droits. Puis c'est pour ça que la CSN est là, puis c'est pour ça que la CSN a bien hâte à leur première Assemblée générale de fondation. Prochaine étape à venir, vous déposez une requête d'accréditation syndicale. Qu'est-ce qui s'ensuit? Il y a un tribunal qui doit évaluer le tout? Tout à fait. C'est déposé déjà. Okay. Le tribunal administratif devra rendre décision. Donc, on est là. Ça se termine demain, puis on a bon espoir. Quels corps de métier ne sont pas représentés par la CSN au sein du Club Med de Charlevoix? Présentement, là, ceux pour qui on a déposé, c'est tout le monde, à l'exception du personnel de bureau et de l'animation. Donc, entrer, si c'est autorisé, entrer en poste des représentants syndicaux de la CSN pour le Club Med à partir d'avril 2025? Bien, ça va dépendre là, du tribunal administratif, là, Okay. des listes fournies par l'employeur. Il y a plein de détails puis de technicalités, là, mais on a bon espoir. Je terminerai en vous demandant pourquoi est-ce que vous croyez que vous êtes le meilleur syndicat pour représenter ces employés-là? Bien, il faut savoir qu'au Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches, on représente environ là, 240 syndicats, dont plusieurs hôtels, hein? Plusieurs hôtels. Puis on se rend compte qu'il y a beaucoup de travailleurs étrangers temporaires maintenant qui ont des permis fermés, qui vivent des difficultés, puis on a développé une expertise. C'est-à-dire que nous, on pense que les exécutifs, en lien avec ça, doivent être représentatifs. Il faut qu'il y ait de la traduction. On comprend leur réalité. On les accompagne dans les délais, dans c'est gros ce qu'ils vivent, là. On les accompagne là-dedans. On a développé une expertise, puis c'est précieux pour eux autres, c'est précieux pour nous autres aussi. Mais on est vraiment à développer là, plein de la traduction, hein, pour les conventions collectives. Parce que c'est pas vrai que parce qu'ils parlent pas notre langue, qu'ils doivent pas comprendre ce qui se passe. Nous, on fait ça. On a développé ça depuis là, les 3 dernières années, là, activement. On travaille beaucoup avec, justement, là, comme chez Canampon, là, il y a des travailleurs étrangers temporaires, puis ils travaillent avec nous autres, ils nous accompagnent pour traduire. On développe ça, puis on pense que ça fait partie de la réalité 2025, là, de leur donner ce service-là. Merci, Mme Poirier, d'être venue faire le point sur ce dossier-là aujourd'hui avec nous. Merci. Environnement Canada confirme que l'hiver 2025 est largement plus froid et enneigé que celui de l'an dernier jusqu'à pareille date pour la région de Charlevoix. Toutefois, plusieurs espèces d'oiseaux ne migrent pas vers le sud en cette période hivernale et demeurent dans notre région malgré les conditions rigoureuses auxquelles elles sont confrontées. L'équipe de TVCO a rencontré Michel Côté, ornithologue de Charlevoix, afin de discuter du mode de vie de ces bêtes à plumes et des relations qu'elles entretiennent avec le milieu naturel. Les gens pensent qu'on n'a presque pas d'oiseaux. Il y a au moins une soixantaine, à peu près 60 espèces qui passent l'hiver ici. Il y en a qui viennent uniquement pour l'hiver. Le garrot d'Islande, d'ailleurs, qui est un oiseau qui se tient dans la toundra du Québec. L'hiver, il vient ici. On peut le voir, un des seuls endroits au Québec où on peut les voir. Ici, on voit des canards malards. Il y en a plein, ils sont ici à l'année. C'est le canard le plus abondant en Amérique du Nord, il y en a partout. Puis eux autres ont décidé, plutôt que d'être en Floride à l'année, d'être au Québec à l'année. Et ils sont très bien construits pour combattre le froid. Quel défi auquel ils font face, c'est le froid, justement. Qu'est-ce qu'ils font dans leur comportement tout au long de l'année pour se préparer à l'hiver? L'automne, ils vont s'engraisser pas mal. Par contre, ils ont un plumage qui est assez exceptionnel, qu'ils peuvent gonfler pour mettre de l'air
à l'intérieur, qui agit comme couche isolante. Et puis, c'est un plumage également qui est huileux. Donc, quand ils vont se déposer dans l'eau, vous allez en voir dans la rivière là-bas. Là. Oui. C'est un barboteur, il se met la tête à l'eau pour prendre la nourriture, manger des plantes. Quand il sort, il n'est pas humide. La couche d'huile sur son plumage le rend pas totalement imperméable. Et puis, bien, quand il fait froid, ils se gonflent, sont tous ébouriffés. Puis ils survivent extrêmement bien à nos hivers de Charlevoix, sans aucun problème. Et la plupart des oiseaux, d'ailleurs, ont le même processus pour se garder au chaud. Ils mangent beaucoup pendant la journée, très actifs en fin de journée, vers 4 heures, en prévision de la nuit qui s'en vient, froide. Et puis le matin, après avoir combattu le froid pendant toute la nuit, là, ils se garochent dans les mangeoires, puis ils vont manger. C'est pour ça que les meilleurs moments pour observer les oiseaux l'hiver, c'est le matin et en fin d'après-midi. Ils résistent donc très bien au froid, mais depuis une année, on entend parler de la grippe aviaire. Est-ce que ces oiseaux-là sont à risque d'attraper cette maladie-là? Oui, c'est un virus qui est contagieux au niveau des oiseaux, particulièrement les oiseaux aquatiques. C'est la grippe, le virus H5N1, très abondant aux États-Unis présentement. On l'a au Québec, au Canada, depuis déjà quelques années. On en a entendu parler, entre autres, avec les fous de bassin, l'île Bonaventure. Ça a presque décimé la population. Il y a quelques années, j'ai un ami là-bas, Robert Wiseman, qui ramassait une centaine de carcasses à tous les matins de fous de bassin qui étaient morts devant chez lui. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire pour ça. Heureusement, les canards ici, les oiseaux, les passereaux, les mésanges, tous les oiseaux qui viennent aux mangeoires sont peu à risque d'attraper ce virus. Ce sont surtout les oiseaux aquatiques et les rapaces qui vont se nourrir de carcasses d'oiseaux qui sont morts de la grippe aviaire. Est-ce qu'on a vu des cas particuliers de grippe aviaire dans Charlevoix jusqu'à présent? Oui, il y en a. Il y en a. Avant, il fallait appeler les gens de la faune qui venaient chercher la carcasse pour l'analyser. Mais maintenant, on ne fait même plus ça, il y en a tellement. Donc, pour se protéger, si on voit un oiseau mort, il ne faut pas y toucher. On le laisse là, puis si on n'est pas y toucher, qu'on prenne des gants, qu'on mette ça dans un sac de plastique. Et puis, je ne crois pas, je ne suis pas certain, qu'il faille maintenant les rapporter aux gens de la faune. L'humain n'est pas hyper à risque d'être contaminé, mais il faut faire quand même attention. Et ceux qui ont des mangeoires, même c'est peu probable que des oiseaux qui soient attaqués par le virus dans les mangeoires, mieux vaut avoir une bonne hygiène au niveau des mangeoires. C'est bon de les nettoyer sur une base régulière. Ils disent aux 2 jours, mais personne ne fait ça. Une fois par semaine, c'est pas mauvais de prendre la mangeoire, la rincer, la vider, puis de porter des gants. C'est tout. Autre sujet, vous êtes sorti récemment dans le Charlevoisien. Vous avez publié une lettre d'opinion suite à ce qu'on a entendu parler avec la fin éventuelle du train de Charlevoix pour aborder les répercussions du chemin de fer, son exploitation sur le milieu naturel, la faune, les oiseaux. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de prendre la parole en tant que président de la CHEC? Le sentier des rives, ou le sentier riverain, ou le sentier du littoral, comme j'aime l'appeler, c'est une richesse au niveau de Charlevoix. On a à peu près 40 km de rives entre Baie-Saint-Paul puis la Malbaie, puis on n'y a pas accès. Que le train fasse ses frais, puis qu'il nous amène la visibilité, la notoriété, c'est très bien. Par contre, là, il ne semblait pas faire ses frais présentement. C'est la décision pour laquelle ils ont décidé de fermer. Puis là, bien, moi, j'ai regardé depuis longtemps, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette voie ferrée-là? Partout au Québec, partout aux États-Unis, les anciennes voies ferrées sont transformées en pistes multi-utilisation, multi-usage.
Et puis, il y a 15 ans, j'avais fait une étude pour le préfet de la région sur le potentiel du secteur entre Baie-Saint-Paul puis la Malbaie. Oui. Il est considérable en termes de développement économique, développement touristique pour les villages, les municipalités, les restaurants, des bed and breakfast, tout ce que vous voulez. Et également, c'est un milieu qui, lors de la migration, est absolument exceptionnel au niveau des oiseaux. Les oiseaux, pendant la nuit, traversent de la rive sud, traversent le fleuve, et au matin, ils se déposent dans les arbres le long de la voie ferrée. C'est par milliers qui sont. Mais malheureusement, il n'y a pas personne qui a l'occasion de voir ça. Au niveau géologie, les affleurements météoritiques sont tous bien en vue au pied de la voie ferrée. Personne n'a l'occasion de les admirer. C'est une richesse touristique pour nous autres. Puis j'avais regardé dans le temps les retombées économiques d'une piste comme ça, celle des Laurentides, le Petit Train du Nord, à titre d'exemple. L'an dernier, c'est 71 millions de dollars que ça a rapporté en termes de retombées économiques. C'est considérable quand on prend en compte que le groupe Massif, c'est dans leur article, a contribué 75 millions en 10 ans à l'économie de Charlevoix. Alors, je trouvais que ça valait la peine de mettre une deuxième opinion ou un deuxième scénario au niveau des citoyens, de nos élus, pour qu'on n'abandonne pas la voie ferrée, mais qu'on considère d'autres moyens de la mettre en évidence pour les gens de Charlevoix et pour les générations qui nous suivent. Dernier élément qui me fallait un peu, c'est la pollution qui est causée par le chemin de fer. D'aucune façon, c'est la faute du groupe Massif. La pollution était là bien avant. C'est le lot, malheureusement, des chemins de fer. Oui. Les tailles de chemins de fer il y a beaucoup de créosote. Malheureusement, l'entretien qui est fait n'est pas adéquat. Alors, on retrouve du pétrole, du goudron partout dans les rigoles de chaque côté, les tailles de chemin de fer qui sont empilées, qui pourrissent là. Ça dégage du créosote, ça dégage des produits toxiques qui coulent en dessous de la voie ferrée et qui s'en vont dans le milieu des laidères à duvet. C'est un des rares endroits, à part les îles du milieu, là, en face de Rivière-du-Loup, où les laidères à duvet vont nicher. Mais leur environnement est totalement pollué à cause de ça. Alors, peu importe ce qui arrivera avec la voie ferrée, si le groupe Massif, le gouvernement du Québec, tout le monde décide de relancer ça, tant mieux. Mais prenons en compte le coût de dépolluer, à tout le moins, ces secteurs-là. Il y en va de la santé de notre littoral. Et puis, on fait ça pas seulement pour nous autres, mais pour les générations à venir. Merci beaucoup, M. Côté, d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Quelle belle journée. Le Centre d'études collégiales en Charlevoix a récemment annoncé l'ouverture d'un nouveau programme en gestion des établissements de restauration pour l'automne à venir. L'équipe de TVCO a rencontré la directrice du Centre d'études, Mme Hélène Roberge, afin d'en apprendre davantage sur cette nouvelle offre académique. Bonjour, Mme Roberge. Bonjour. Merci de nous recevoir au Centre d'études collégiales en Charlevoix. Ça me fait plaisir. On vient parler avec vous d'un nouveau programme qui va être lancé ici au centre collégial au cours de l'automne 2025. Parlez-moi un peu plus. Oui. Le programme s'intitule Gestion d'établissements de restauration. C'est un programme technique de 3 ans, offert en collaboration avec l'Institut du tourisme et d'hôtellerie du Québec, l'ITHQ, bien connu. Alors, c'est une collaboration entre les deux organisations pour offrir ce merveilleux programme d'études qui mène à des fonctions de travail fort intéressantes dans le milieu de la restauration et de l'hôtellerie. C'est un programme là, qui est assez nouveau au Québec, qui n'est pas offert ailleurs, là. Il est offert dans d'autres régions du Québec. Okay. Je pense dans un collège de la région de Québec, entre autres, là, où il y a une collaboration aussi. Il y a eu d'autres collaborations, mais il y en a une déjà avec le Cégep de Jonquière, de toute façon, depuis quand même plusieurs années. Mais là, on a décidé de l'offrir également
dans Charlevoix. Alors, ça va être offert au cégep de Jonquière, qui est notre cégep hôte, là, si on veut, et ainsi qu'à Charlevoix. Il y a une formule assez unique qui est proposée. C'est un mélange de cours théoriques, de cours pratiques, de stages. Et de cours à distance. Oui, parlez-moi un peu plus. Oui, il y a des cours à distance et des cours ici même dans Charlevoix. Alors, l'élève qui s'inscrit va avoir des cours qui vont être offerts par des enseignants de l'ITHQ. Ces cours-là vont se faire à distance et des cours en présence ici avec des enseignants du Centre d'études de Charlevoix, avec 3 sessions qui sont offertes dans la région de Montréal, c'est-à-dire à l'ITHQ. Alors, une session hiver, été et automne. 3 sessions consécutives qui vont s'offrir à l'ITHQ en tant que telle. Parce qu'il faut vraiment que l'élève aussi puisse acquérir des compétences directement dans les locaux d'ITHQ et dans leur cuisine, d'ailleurs. Il va y avoir un stage aussi qui va être... Des stages qui vont être réalisés? Oui, en collaboration avec le Manoir Richelieu, entre autres, alors qui est un partenaire aussi de ce programme-là. Dans le fond, le Manoir Richelieu va offrir des lieux de stage, des emplois aussi. Ça va être rémunéré? Rémunéré, tout à fait, en même temps qu'ils vont être aux études, et aussi des bourses d'études que le Manoir va offrir à des élèves qui vont s'inscrire dans le programme. C'était une demande du milieu, c'était des besoins auxquels la population souhaitait répondre? Oui, tout à fait. Et aussi, ce qu'on se dit comme organisation, c'est que le milieu de Charlevoix est un milieu assez exceptionnel au niveau de la restauration et du tourisme, donc, puis est en manque de personnel. De gestionnaire de la restauration? Oui, tout à fait. Le Manoir Richelieu, entre autres, est à la recherche de personnel, même dans le coin de Baie-Saint-Paul aussi. Le taux de placement est de 100 %. Alors, les finissants se placent toutes et tous. Donc, il y a un besoin au niveau de la main-d'œuvre. C'est pour cette raison-là qu'on a décidé d'offrir le programme à partir de cet automne. Les inscriptions sont déjà possible de s'inscrire. Il faut s'inscrire au service régional des admissions de la région de Montréal. Le SRAM qu'on appelle. C'est pas uniquement un programme là, de cuisine. Là. Vous allez montrer à gérer des ressources humaines, des cours en sommellerie, une multitude de cours. Parlez-moi. Oui, c'est très diversifié comme formation. C'est vraiment intéressant. L'élève qui sort de ce programme-là est capable de gérer une cuisine, gérer toutes les fournitures, les achats. Alors, c'est autant de la gestion financière, gestion de ressources humaines, faire des menus, faire de la cuisine aussi, pâtisserie, sommellerie, comme vous venez de le dire, les viandes. L'élève est formé aussi par le MAPAC aussi en même temps. Alors, l'élève est très, très, très polyvalent au terme de cette formation. Au terme de la formation, quel diplôme ressort? L'élève peut ressortir avec quel diplôme? Un diplôme d'études collégiales décerné par l'ITHQ. Alors, c'est l'ITHQ qui va émettre le diplôme à l'élève parce que l'élève va être diplômé de l'Institut du tourisme et d'hôtellerie du Québec. Je vous remercie beaucoup, Mme Robert, d'avoir fait le point avec nous aujourd'hui sur ce dossier-là. Ça me fait grand plaisir. Il y a un nouvel événement artistique qui va voir le jour au cours des prochains mois dans Charlevoix et j'accueille aujourd'hui l'une des cofondatrices de ce nouveau festival, Saria Bazin. Bon matin. Bon matin. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de nous avoir invités. Festival d'art, festival scène sismique. Parle-moi un peu plus de ce beau projet-là. Oui, bien, Scène sismique, c'est un projet d'art vivant. Dans le fond, c'est un festival de 3 jours, du 12 au 14 septembre. Début de l'automne. Début de l'automne, juste après l'été, le début de l'école. Donc, c'est 3 jours d'art vivant, mais particulièrement de théâtre, parce que moi et ma collègue Zoé, on fait partie du milieu théâtral. Et donc, on fait venir des pièces professionnelles dans Charlevoix, dans des lieux atypiques. Donc, on a choisi des pièces et des lieux qui ont des résonances l'un envers l'autre. Oui. Puis, on va présenter ces pièces-là.
D'où est venue cette idée-là au départ? Là? Comment ça a germé tout ça? Bien, dans le fond, Zoé, ma partenaire, elle a parti à un festival de théâtre en France l'été dernier. OK. Puis, c'était supposé être une coproduction Québec-France. Donc, une année en France, une année au Québec. Finalement, ça ne sera pas ça à cause d'enjeux techniques. Oui. Mais, dans le fond, quand elle m'a parlé de ça, je me suis dit, wow, c'est possible de faire ça, de faire un festival de théâtre de A à Z. Tu sais, des fois, on voit des choses de loin, puis on se dit, c'est trop gros, c'est pas atteignable. Mais voir cette fille-là, avec qui moi je travaillais, faire ça, je me suis dit, c'est possible. Fait que j'ai dit, dans Charlevoix, ça serait vraiment le fun de faire cette coproduction-là. Tu sais, on a plein de lieux, c'est vivant, les gens ont envie d'en voir. Puis, fait qu'elle a dit, j'embarque. Puis finalement, avec le temps, c'est devenu vraiment juste le festival Scène sismique en soi. Parce que toi, tu es une résidente de Charlevoix. Oui, résidente des éboulements. Alors, particularité de ce festival-là, vous allez aller dans des lieux un peu insolites et vos scènes seront variées. Est-ce que vous pouvez annoncer à ce stade-ci quel type de scène que vous pourriez présenter et performer devant le public? Bien, c'est sûr que là, nous, on est en attente des bailleurs de fonds. Fait que toutes les pièces, tous les artistes ont confirmé leur intérêt et leur présence. Mais nous, avant de faire les contrats, c'est sûr qu'il faut attendre d'avoir les sous. Donc, je ne peux pas vraiment dire particulièrement les scènes parce qu'ils ont vraiment des liens avec les pièces choisies. Okay. Mais je peux donner des exemples comme, mettons, il peut y avoir une pièce sur les berges du Saint-Laurent. Il peut y avoir une pièce dans une grange. Une vieille grange, oui. Exactement, sur une ferme, etc. Et là, la programmation que vous offrez, elle est offerte à toute la famille, là? Oui, c'est ça. Dans le fond, notre festival, il y a 3 axes. Il y a les épicentres, il y a les grands séismes, puis il y a les foyers. Okay. Dans le fond, les épicentres, c'est le début de toute chose, donc c'est pour les enfants. C'est la programmation jeunesse, enfants et adolescents. Fait qu'on a 2 pièces pour enfants puis une pièce pour adolescents. Okay. Il y a aussi les grands séismes. Ça, c'est la programmation générale, donc plus pour les adultes et ou un public relativement averti. Et il y a les foyers qui sont nos activités gratuites ou sur base de contributions volontaires, qui sont des activités qui vont avoir lieu à notre QG, entre autres. Notre QG, c'est l'espace La Rive, ça, je peux le dire. OK, à Saint-Joseph-de-la-Rive. Exactement. Et donc, il va y avoir plein d'activités comme ça qui sont vraiment abordables et accessibles. Mais parlons-en d'accessibilité. Vous portez un mandat social, vous défendez différentes valeurs à travers ce nouvel événement artistique-là qui va voir le jour. Oui, bien, en fait, en ce moment, on vit une crise culturelle. Oui. Partout au Québec, autant au niveau des subventions données par le gouvernement, mais autant aussi au niveau de l'accessibilité. Les revenus sont de moins en moins hauts et les prix des spectacles montent tout le temps. Puis c'est pas la faute des théâtres, c'est pas la faute des compagnies de théâtre, c'est vraiment parce qu'on n'a pas le choix de financer de cette manière-là. Nous, par exemple, on prend le pari de faire une billetterie solidaire, fait qu'entre 10 $ et un montant qui est encore à déterminer, mais pour être sûr que ce soit accessible pour les gens. Oui. Donc, pour nous, c'est vraiment, vraiment important que l'argent, ce ne soit pas un frein à l'accès à la culture. Vous souhaitez aussi le maillage intergénérationnel, vous souhaitez que les plus petits assistent au spectacle avec des personnes aînées? Oui, bien, on a envie, en fait, de créer des liens entre tout le monde de la société. On n'a pas envie de mettre des gens dans des cases. Oui. Donc, il y a diverses activités qui permettent ça, mais qui permettent aussi le maillage entre les touristes et les résidents. Parce que, veut pas, c'est un festival culturel. On s'attend à ce qu'il y ait des touristes aussi qui viennent. C'est une période qui est achalandée aussi, là. Exactement. Puis notre but, c'est vraiment c'est de ne pas le faire uniquement pour eux. C'est vraiment de le faire pour les citoyens et pour les touristes. Et donc de faire un maillage. Peut-être même les nouveaux arrivants qui viennent d'arriver dans la région. Oui, oui. Les nouveaux arrivants aussi, on a... Encore là, je peux pas en parler trop, mais on a un spectacle qui leur est destiné. Alors, il y a encore des choses qui restent à déterminer, à annoncer. C'est au mois de septembre. Comment est-ce qu'on fait pour vous suivre, pour en apprendre davantage lorsque vous diffuserez des informations? Oui, bien, on a lancé notre page Facebook hier, cette semaine. Puis, on va bientôt avoir une page Instagram. Malheureusement, Instagram pensait qu'on était un robot. Fait qu'ils ont annulé notre page. Mais éventuellement, on va en avoir une nouvelle sur Facebook, Instagram. Puis, on s'est fait aussi un Blue Sky parce que c'est la nouvelle tendance. C'est l'air du temps. Donc, je vais pouvoir donner les liens. Puis, c'est Festival Scène sismique sur les 3 plateformes. Merci beaucoup, Saria, d'être venue nous rendre visite en studio ce matin. Puis on vous souhaite bonne chance pour cette première édition. Merci. À bientôt.